Lorsqu'une actrice de doublage, spécialiste de l'écolocalisation pour des jeux vidéo, chute dans une grotte inexplorée, l'obscurité totale devient sa prison. Privée de lumière, elle doit se fier à son outil le plus unique et le plus étrange, sa propre voix. En émettant des clics et en écoutant leurs échos, elle va cartographier son tombeau et tenter de trouver un chemin vers la surface. C'est une histoire de survie où l'art vocal devient un sonar biologique. Si vous aimez les récits où l'ingéniosité humaine illumine les ténèbres, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Clara Marchand était un univers de silence rembourré et de son créé de toutes pièces. Dans la pénombre de son studio d'enregistrement personnel, une pièce conçue pour être une chambre anéchoïque presque parfaite, elle était une démiurge, une sculptrice de l'immatériel. À 32 ans, elle s'était taillée une niche unique et très lucrative dans l'industrie du jeu vidéo. Elle n'était pas une actrice de doublage ordinaire. Elle ne prêtait pas sa voix à des héroïnes ou à des personnages parlants. Elle était une créatrice de sons vocaux non humains, une spécialiste des créatures. Sa spécialité, sa véritable signature, était l'écolocalisation. Elle avait passé des années à étudier la physique du son, la bioacoustique des chauves-souris, des dauphins et des cachalots. Elle avait entraîné son appareil vocal, son larynx, sa langue, ses lèvres à produire une gamme de clics, de sifflements et de sons gutturaux d'une complexité et d'une précision incroyables. Lorsqu'un studio de développement de jeux avait besoin de créer le son d'un monstre naviguant dans des cavernes sombres ou d'une créature extraterrestre chassant dans la nuit, c'est elle qu'ils appelaient. Son travail était une performance à la fois physique et mentale. Enfermée dans son studio, les yeux souvent bandés pour mieux se concentrer, elle devenait la créature. Elle émettait un clic aigu et directionnel avec sa langue, puis elle imaginait l'écho, la manière dont le son rebondirait sur un mur de pierre, serait absorbé par une surface molle, ou se réverbérerait dans un grand espace. Elle traduisait ensuite cette vision sonore en une série de grognements, de respirations ou de mouvements vocaux qui donnaient vie au personnage. C'était un art étrange, un mélange de science et d'imagination. Ses collègues la considéraient avec un mélange d'admiration et de perplexité. Ils l'entendaient passer des heures à produire des sons qui ressemblaient à des clics de Geiger ou à des chants de dauphins accélérés. Pour eux, c'était un talent bizarre. Pour elle, c'était une forme de vision alternative. Elle avait appris à voir avec ses oreilles, à construire des paysages mentaux à partir de la réflexion du son. Ce besoin de se déconnecter du monde artificiel du son l'avait poussée à prendre des vacances, loin de la ville, loin des studios. Elle avait choisi une randonnée en solitaire dans les gorges du Verdon, une région de France connue pour ses paysages spectaculaires, ses falaises de calcaire et ses grottes. Elle voulait faire l'expérience du silence naturel, du vrai son du vent et de l'eau, pour nettoyer son palais auditif. Elle n'était pas une randonneuse expérimentée, mais elle était prudente. Elle suivait un sentier balisé qui longeait le bord du canyon, s'arrêtant souvent pour admirer la vue ou pour fermer les yeux et écouter la symphonie de la nature. Le cri d'un aigle, le bruissement des feuilles, le murmure lointain de la rivière, des centaines de mètres plus bas. C'est en fin d'après-midi, alors qu'elle explorait un petit sentier secondaire qui semblait mener à un point de vue, que l'accident se produisit. Le sentier, rendu friable par des pluies récentes, céda sous son poids. Il n'y eut pas de cri, juste une exclamation de surprise étouffée. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle glissa, tenta de s'agripper à des racines, mais la pente était trop raide. Elle bascula en arrière et tomba. La chute ne fut pas longue, peut-être une dizaine de mètres, mais elle fut violente. Elle sentit une série de chocs brutaux alors que son corps heurtait la paroi rocheuse, puis un impact final, plus lourd, qui lui coupa le souffle. Sa tête heurta quelque chose de dur. Une explosion de lumière blanche derrière ses paupières, puis le silence. Un silence différent de celui de son studio. Un silence absolu, profond et minéral. Le silence de la terre. Le retour à la conscience fut une expérience de pure désorientation. Il n'y eut pas de transition douce, pas de réveil progressif. Clara fut simplement là, son esprit flottant dans un vide sensoriel total. La première chose qu'elle perçut fut l'absence de toute sensation, à l'exception d'une douleur sourde et lancinante à l'arrière de sa tête et d'une douleur plus aiguë à sa cheville droite. Elle essaya d'ouvrir les yeux. Elle se concentra, ordonnant à ses paupières de s'ouvrir. Mais rien ne changea. L'obscurité resta la même, une obscurité épaisse, veloutée, absolue. Elle pensa d'abord qu'elle était devenue aveugle. La panique, une vague glaciale et paralysante, la submergea. Elle porta une main tremblante à son visage et sentit que ses yeux étaient bien ouverts. L'obscurité n'était pas en elle. Elle était tout autour d'elle. Elle était dans un endroit où la lumière n'existait pas. Elle essaya de se souvenir. La randonnée. Le sentier qui s'effondre. La chute. Elle comprit qu'elle était tombée dans une grotte, une crevasse. Elle était sous terre. Elle appela à l'aide,
sa voix un croassement rauque qui semblait être absorbé par l'obscurité avant même d'avoir atteint ses propres oreilles. Le son était mat, sans le moindre écho, sans la moindre réverbération. Ce fut sa première information acoustique. L'espace autour d'elle était soit très petit, soit rempli d'un matériau qui absorbait le son. Elle essaya de bouger. Sa cheville droite lui lança une douleur si vive qu'elle en eut le souffle coupé. Elle était probablement cassée ou gravement foulée. Elle était blessée, seule, et piégée dans le noir. La réalité de sa situation la frappa avec une violence inouïe. Personne ne savait où elle était. Elle avait dit à ses amis qu'elle partait en randonnée dans le Verdon, mais elle n'avait pas précisé son itinéraire exact. Les secours, s'ils étaient alertés, chercheraient pendant des jours, peut-être des semaines. Elle n'avait pas des semaines. Elle fit un inventaire de ce qu'elle avait sur elle. Son petit sac à dos était toujours là, accroché à une épaule. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Sa bouteille d'eau était à moitié pleine. Elle avait une barre de céréales, une petite trousse de premier secours, et son téléphone portable. Elle sortit le téléphone, son cœur battant d'un espoir fou. Elle l'alluma. L'écran s'illumina, une oasis de lumière artificielle dans le néant, mais son espoir fut de courte durée. Aucun signal. Bien sûr. Elle était à des dizaines de mètres sous terre. Elle utilisa la lampe de poche du téléphone pour éclairer son environnement. Le faisceau de lumière semblait faible, fragile, dévoré par l'obscurité environnante. Elle vit qu'elle se trouvait au fond d'une sorte de puits naturel, sur un tas de terre et de roches. Les parois autour d'elle étaient en calcaire humide et lisse. Au-dessus d'elle, elle ne voyait que l'obscurité. L'ouverture par laquelle elle était tombée était invisible. Puis, la batterie de son téléphone, déjà faible, clignota en rouge et l'écran s'éteignit, la replongeant dans une obscurité encore plus profonde et plus désespérée qu'auparavant. La perte de la lumière fut un coup terrible. C'était son dernier lien avec le monde normal. Maintenant, elle n'avait plus rien. La panique revint, plus forte, menaçant de la faire sombrer dans la folie. Elle se recroquevilla sur le sol froid et humide, son corps secoué de sanglots incontrôlables. Elle allait mourir ici, dans ce trou noir et silencieux. Elle pensa à son studio, à ce silence qu'elle recherchait, qu'elle contrôlait. Ici, le silence était un ennemi, un prédateur. C'est alors, au plus profond de son désespoir, qu'une pensée, une image, se forma dans son esprit. L'image d'une chauve-souris, naviguant avec une précision infaillible dans l'obscurité la plus totale. L'image de ses propres sessions d'enregistrement, les yeux bandés, créant des mondes sonores à partir de rien. Elle avait passé des années à imiter cette compétence, à en faire un article. Elle ne l'avait jamais utilisée dans le monde réel. Elle ne savait même pas si c'était possible pour un être humain. Mais c'était la seule chose qui lui restait. Sa voix. Son article. C'était une idée folle, un espoir insensé. Mais c'était le seul. Elle se redressa, essuya ses larmes, et prit une profonde inspiration. Elle allait essayer. Elle allait essayer de voir avec sa voix. La décision de tenter l'écolocalisation fut un acte de foi. Clara n'avait aucune idée si cela pouvait fonctionner. La physiologie humaine n'est pas conçue pour cela. Ses oreilles n'étaient pas les radars sophistiqués d'une chauve-souris, et sa voix n'avait pas la puissance ultrasonique d'un dauphin. Mais elle avait quelque chose qu'aucun animal ne possédait, une conscience, une intention et une connaissance approfondie de la physique du son. Elle commença par le plus simple. Elle devait produire un son court, net et à large bande, un son qui contiendrait un maximum de fréquences pour obtenir un écho riche en informations. Elle se souvint des exercices qu'elle faisait en studio. Elle plaça sa langue contre son palais, juste derrière ses dents, et la fit claquer brusquement. Le son qui en résulta fut un clic sec et perçant, étonnamment fort dans le silence absolu. Elle tendit l'oreille, se concentrant de toute son âme sur la réponse de l'environnement. Et elle l'entendit. Un écho. Il était faible, diffus, mais il était là. C'était une série de réflexions qui lui parvinrent avec des délais et des intensités différentes. Son cœur se mit à battre plus vite, non plus de peur, mais d'une excitation scientifique. C'était possible. Elle recommença, produisant une série de clics réguliers, comme un sonar. Clic, écho. Clic, écho. Elle ferma les yeux, bien qu'ils ne lui servissent à rien, et commença à essayer de construire une image mentale à partir de ces informations acoustiques. C'était un processus incroyablement difficile. Elle devait analyser plusieurs paramètres simultanément. D'abord, le délai de l'écho. Le temps que mettait le son à revenir lui donnait une indication de la distance. Un écho rapide signifiait un objet proche. Un écho plus lent, un objet lointain. Elle émit un clic et se concentra sur le premier écho qui lui revint. Il était très rapide, moins d'une fraction de seconde. Il venait de devant elle.
Elle tendit la main et toucha un mur de roche froide et humide. Elle avait sa première confirmation. La méthode fonctionnait. Ensuite, il y avait l'intensité et le timbre de l'écho. Un écho fort et clair signifiait une surface dure et lisse, comme un mur de roche, qui réfléchissait bien le son. Un écho faible et diffus, au contraire, indiquait une surface molle, absorbante, comme de la terre ou de la mousse, ou une surface très irrégulière qui dispersait le son dans toutes les directions. Elle émit un autre clic et se concentra sur l'écho qui venait de sa gauche. Il était plus faible, plus mat que celui du mur. Elle rampa prudemment dans cette direction et ses mains rencontrèrent un tas de terre et de petites pierres, probablement l'éboulis de sa propre chute. Enfin, il y avait la stéréophonie. Ses deux oreilles lui permettaient de localiser la direction d'un son avec une grande précision. En analysant la minuscule différence de temps entre l'arrivée de l'écho à son oreille gauche et à son oreille droite, elle pouvait déterminer la direction de l'objet qui avait réfléchi le son. Elle commença à tourner lentement sur elle-même, produisant des clics à chaque degré de rotation. Clic, écho de face, fort et rapide. Clic, écho de gauche, faible et diffus. Clic, écho de derrière, plus lointain, avec une légère réverbération. Cette réverbération était un indice crucial. Elle signifiait que l'espace derrière elle était plus grand, plus ouvert. Lentement, pièce par pièce, elle commença à assembler le puzzle. Elle n'était pas dans un simple puits. Elle était dans une petite chambre, une sorte de grotte. Devant elle, un mur de roches solides. À sa gauche, un tas de débris. Et derrière elle, l'espace semblait s'ouvrir sur une chambre plus grande. Elle avait sa première carte mentale. Elle était rudimentaire, floue, en noir et blanc, mais c'était une carte. C'était une image. Elle avait créé de la lumière à partir du son. Un immense sentiment de puissance, non pas sur son environnement, mais sur sa propre peur, la submergea. Elle n'était plus une victime aveugle attendant la mort. Elle était une exploratrice, une cartographe de l'invisible. Elle avait un outil, et elle allait s'en servir pour trouver un chemin. Animée par le succès de sa première expérience, Clara décida d'explorer l'espace plus grand qui se trouvait derrière elle. Elle se retourna et rampa prudemment par-dessus le petit tas de débris qui marquait le point de sa chute. Elle émit une nouvelle série de clics. L'écho qui lui revint la laissa sans voix. Il était complètement différent. Ce n'était plus un écho court et mat, mais une réverbération longue, riche et complexe, avec des réflexions qui semblaient venir de très loin et de très haut. Elle comprit immédiatement. Elle venait d'entrer dans une immense salle souterraine. Elle se sentit comme si elle venait de passer de la porte d'une petite maison à l'intérieur d'une cathédrale. L'ampleur de l'espace était à la fois exaltante et terrifiante. Elle se redressa lentement, sa cheville blessée protestant. Elle était debout au milieu d'une obscurité qui n'était plus confinée, mais vaste et caverneuse. Cartographier cet espace serait un défi d'une toute autre ampleur. Elle ne pouvait plus se contenter de simples clics de langue. Elle avait besoin de son plus puissant, plus directionnel, et d'une gamme de fréquences plus large pour obtenir plus de détails. Elle commença à expérimenter avec sa voix. Elle produisit une série de sifflements aigus, balayant l'espace devant elle comme le faisceau d'un phare. Les échos des hautes fréquences lui donnaient des informations sur les petits détails, les textures fines de la roche. Elle pouvait entendre les zones où la paroi était lisse et humide, et celles où elle était rugueuse et couverte de concrétions. Elle passa ensuite à des sons plus graves, des sons gutturaux produits au fond de sa gorge. Les basses fréquences, avec leur plus grande longueur d'onde, pouvaient pénétrer plus loin et lui donner une idée de la taille et de la forme générale de la salle. L'écho grave lui revint avec un délai de plusieurs secondes, confirmant que le plafond était très haut et les murs très éloignés. Elle commença une exploration systématique, une sorte de scan à 360 degrés. Elle se tenait au centre et tournait lentement sur elle-même, émettant une séquence de sons à chaque pas, des sifflements aigus aux grognements graves. C'était un processus de triangulation acoustique. En comparant les échos provenant de différentes directions, elle commença à construire une image 3D de la salle dans son esprit. C'était une cathédrale. Une cathédrale noire. Elle pouvait voir le plafond voûté, très haut au-dessus d'elle. Elle pouvait voir les murs lointains, qui semblaient s'incurver. Et elle pouvait voir des objets à l'intérieur de la salle. Il y avait des colonnes. D'énormes colonnes qui montaient du sol au plafond. Des stalagmites et des stalactites qui s'étaient rejointes au fil des millénaires. Elle les cartographia une par une, estimant leur taille, leur forme et leur position. C'était une forêt de pierres au milieu de sa cathédrale. Elle passa des heures à ce travail de cartographie, oubliant sa douleur, sa faim, sa peur. Elle était complètement absorbée par le processus, par la beauté étrange et austère du monde qu'elle était en train de révéler. C'était la création la plus pure qu'elle ait jamais entreprise. Elle ne créait pas le son d'un monstre imaginaire pour un jeu vidéo. Elle créait la réalité.
Elle était en train de peindre un paysage avec sa voix, et la toile était son propre esprit. Alors qu'elle cartographiait le mur du fond de la salle, elle détecta une anomalie. L'écho était différent. Il était plus complexe, moins net. Il y avait un écho principal, provenant du mur, mais aussi une série d'échos secondaires, plus faibles, qui semblaient venir de derrière le premier. Elle se concentra sur cette zone, affinant ses sons, utilisant des clics plus courts et plus précis. Et elle comprit. Il n'y avait pas un mur solide. Il y avait plusieurs ouvertures. Des tunnels. Des chemins qui menaient plus loin dans l'obscurité. Elle avait trouvé des portes. Mais combien? Et où menait-elle? La cathédrale n'était pas une fin. C'était un carrefour. La découverte des tunnels à l'autre bout de la grande salle fut un moment d'espoir intense, mais aussi d'une nouvelle et profonde anxiété. Elle n'était plus simplement piégée, elle était perdue dans un labyrinthe. Choisir le bon chemin était une question de vie ou de mort. Avant de s'aventurer plus loin, elle savait qu'elle devait s'occuper d'un besoin plus pressant, l'eau. Sa bouteille était presque vide, et la déshydratation, elle le savait, brouillerait son jugement et affaiblirait sa capacité à produire les sons précis dont elle avait besoin. Elle décida de consacrer sa prochaine exploration non pas à la recherche d'une sortie, mais à la recherche d'eau. Elle retourna à sa lecture de la cathédrale noire, mais cette fois, elle n'écoutait plus seulement la forme des échos, mais leur texture. Elle cherchait une signature acoustique spécifique, celle de l'eau. Elle savait que l'eau, en fonction de son état, interagit avec le son de manière très particulière. Une grande surface d'eau stagnante, comme un lac souterrain, absorberait une grande partie du son, produisant un écho très faible et sourd. De l'eau en mouvement, comme un ruisseau ou une cascade, produirait son propre son, un murmure, un grondement, qui pourrait être détecté même à distance. Et de l'eau qui goutte, des infiltrations, créerait des clics réguliers et résonnants, faciles à localiser. Elle commença par chercher le son le plus évident, celui de l'eau en mouvement. Elle s'immobilisa au centre de la salle, retenant sa respiration, tendant l'oreille avec une concentration maximale, essayant de percevoir le moindre son qui ne serait pas le produit de sa propre présence. Le silence était presque total. Mais dans ce silence, elle entendit quelque chose. Un son incroyablement faible, à la limite de l'audition. Un murmure. Un murmure de très basse fréquence, presque une vibration. Elle tourna la tête, essayant de le localiser. Il semblait venir de sa droite, de la direction de l'un des tunnels qu'elle avait repérés. Elle se dirigea prudemment dans cette direction, s'arrêtant tous les quelques pas pour écouter à nouveau. Le murmure devint légèrement plus distinct. C'était le son de l'eau, elle en était certaine. Le son d'un ruisseau souterrain. Elle arriva devant l'ouverture du tunnel. Le courant d'air qui en sortait était plus humide, et portait une odeur de terre mouillée et de minéraux. Et le son était nettement plus clair. Elle s'engagea dans le tunnel, ses clics d'écolocalisation lui révélant un passage étroit et descendant. Le sol était glissant, couvert d'une fine couche de boue. Le son de l'eau devenait de plus en plus fort à chaque pas. Après une cinquantaine de mètres, le tunnel déboucha sur une petite corniche. Le son était maintenant juste en dessous d'elle. Elle s'agenouilla et tendit la main dans le vide. Ses doigts rencontrèrent la surface froide et mouvante de l'eau. Elle avait trouvé la rivière souterraine. Elle descendit de la corniche et plongea ses mains dans l'eau glaciale. Elle la porta à ses lèvres. L'eau était pure, fraîche, avec un goût de pierre prononcé. C'était l'eau la plus délicieuse qu'elle ait jamais bue. Elle but longuement, sentant la vie et la force revenir dans son corps. Elle remplit sa bouteille vide, assurant sa survie pour les jours à venir. Elle resta assise près du ruisseau pendant un long moment, écoutant sa musique apaisante. Elle avait trouvé l'eau. Mais elle avait aussi trouvé autre chose. Elle avait trouvé un guide. Un cours d'eau, dans un système de grottes, ne fait que descendre. Il suit la pente. Et il mène inévitablement quelque part. Vers un lac plus grand, ou vers une sortie, une résurgence à la surface. Si elle suivait cette rivière, elle avait une chance de trouver un chemin vers l'extérieur. Le choix du tunnel était fait. Elle n'allait pas choisir au hasard. Elle allait suivre le murmure de l'eau. Suivre la rivière souterraine n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Le tunnel principal se divisait souvent, créant un réseau complexe de passages, un véritable labyrinthe aquatique. À chaque bifurcation, Clara était confrontée à un nouveau choix, une nouvelle énigme à résoudre. Elle ne pouvait plus se fier uniquement au son de l'eau, car le courant se divisait lui aussi. Elle devait utiliser une combinaison de toutes ses compétences pour prendre la bonne décision. Sa première grande épreuve survint après plusieurs heures de progression. La rivière arrivait à une large intersection où le courant principal se séparait en deux branches d'apparence égale. L'une partait sur la gauche, l'autre sur la droite. Les deux tunnels étaient de taille similaire,
et le bruit de l'eau était aussi fort dans les deux directions. Choisir au hasard était un pari à 50-50e. Elle s'arrêta et commença son analyse. Elle utilisa d'abord l'écolocalisation pour voir à l'intérieur de chaque tunnel. Elle envoya une série de clics et de sifflements dans le tunnel de gauche. L'écho lui indiqua un passage relativement droit, qui semblait continuer sur une longue distance. Elle fit de même avec le tunnel de droite. L'écho était différent. Il était plus complexe, avec plus de réverbération, indiquant une série de virages serrés et peut-être une salle plus grande un peu plus loin. Cela ne l'aidait pas beaucoup. Les deux chemins étaient possibles. Elle se concentra ensuite sur le courant d'air. Elle se plaça au centre de l'intersection. Le courant d'air principal semblait également se diviser, mais elle sentit une très légère différence. Le flux d'air dans le tunnel de gauche semblait légèrement plus fort, plus frais. C'était un indice. Un courant d'air plus fort signifie généralement une connexion plus directe avec une grande salle ou avec l'extérieur. Enfin, elle utilisa son sens le plus subtil. Elle écouta la musique de l'eau dans chaque tunnel. Elle ferma les yeux et se concentra sur le son du courant. Dans le tunnel de gauche, le son était régulier, constant, un murmure grave et apaisant. Dans le tunnel de droite, le son était plus chaotique, plus aigu, avec des bruits de clapotis et de petits rapides. Cela lui indiquait que le lit de la rivière dans le tunnel de droite était probablement plus accidenté, plus encombré de rochers. Le tunnel de gauche semblait être le chemin le plus facile pour l'eau, le chemin de moindre résistance. C'était probablement le cours d'eau principal. Elle fit son choix. Elle s'engagea dans le tunnel de gauche. Elle marcha pendant près d'une heure, et son choix fut validé. Le tunnel de droite, elle le comprit plus tard en entendant le son d'une cascade lointaine, devait mener à une chute d'eau, un obstacle qu'elle n'aurait peut-être pas pu franchir. Elle continua à naviguer de cette manière, utilisant une combinaison de vision acoustique, d'analyse du courant d'air et d'écoute de l'eau. Chaque intersection était un puzzle, un test de ses compétences. Elle apprit à lire les signes les plus subtils. Un écho légèrement humide lui indiquait des parois couvertes de condensation, et donc une mauvaise ventilation. Un courant d'air qui sentait la moisissure était un signe de cul-de-sac. Elle se sentait de plus en plus en confiance, de plus en plus en phase avec cet environnement souterrain. Elle n'était plus une intruse. Elle était une habitante, une créature de l'obscurité, naviguant dans son royaume avec une assurance que la vue ne lui aurait jamais donnée. Le voyage le long de la rivière souterraine était une succession d'épreuves qui testaient les limites de l'endurance et de l'ingéniosité de Clara. Le labyrinthe ne se contentait pas de lui offrir des choix. Il lui présentait des obstacles physiques, des défis qui exigeaient plus que de la simple navigation. Après une journée entière de progression, elle arriva dans une immense salle, encore plus grande que la première cathédrale. Son écolocalisation lui révéla un espace si vaste que ses sons les plus puissants se perdaient avant de lui revenir. La rivière, ici, s'élargissait pour former un grand lac souterrain, dont elle ne pouvait pas voir l'autre rive. Et au milieu du lac, il y avait une forêt. Une forêt de stalactites et de stalagmites, certaines si grandes qu'elles formaient des colonnes massives reliant le sol au plafond. C'était un paysage d'une beauté spectrale et d'une complexité acoustique cauchemardesque. Tenter de naviguer à travers cette forêt de pierre avec l'écolocalisation était presque impossible. Chaque son qu'elle produisait était réfléchi par des centaines de surfaces, créant une cacophonie d'échos qui revenait de toutes les directions, la submergeant d'informations contradictoires. C'était l'équivalent auditif d'une salle des miroirs. Elle essaya de traverser en longeant la paroi de la salle, mais le lac était trop profond. Elle devait trouver un chemin à travers la forêt de colonnes. Elle passa des heures à expérimenter. Elle découvrit qu'en utilisant des sons très courts et très directionnels, comme des clics de langue très secs, elle pouvait obtenir des échos plus nets des colonnes les plus proches. Elle commença à cartographier son environnement immédiat, une petite bulle de vision de quelques mètres de rayon. Elle progressa de colonne en colonne, comme un alpiniste passant d'un relais à un autre. C'était un processus incroyablement lent et angoissant. Elle devait constamment vérifier sa position, s'assurant qu'elle ne tournait pas en rond. Elle utilisa le son lointain de la rivière qui sortait du lac, de l'autre côté de la salle, comme son étoile polaire, son guide auditif. Après ce qui lui parut une éternité, elle atteignit l'autre rive. Elle était épuisée, mais elle avait vaincu la salle des échos. Son voyage continua, la menant à un autre obstacle. La rivière disparaissait dans un passage bas et étroit, un siphon partiel où l'eau touchait presque le plafond. Elle devrait nager dans une obscurité totale, avec seulement quelques centimètres d'espace pour respirer. La peur de la noyade et de la claustrophobie la saisit. Elle faillit faire demi-tour. Mais elle se calma, contrôla sa respiration. Elle savait qu'elle devait le faire. Elle prit une profonde inspiration et se glissa dans l'eau glaciale. Elle nagea sur le dos,
son visage effleurant la roche froide du plafond, se guidant avec ses mains. Le passage dura moins d'1 minute, mais ce fut la minute la plus longue de sa vie. Elle en sortit de l'autre côté, trempante, grelottante, mais vivante. Chaque obstacle surmonté renforçait sa confiance en ses propres capacités. Elle était en train de se transformer, de s'adapter. La femme délicate qui avait peur du noir était devenue une survivante endurcie, une créature de la nuit qui lisait le monde avec sa voix. Après 3 jours de voyage souterrain, Clara commença à sentir un changement subtil mais profond dans son environnement. Le courant d'air, qui avait été son compagnon constant, devint plus fort, plus frais, et il portait une odeur nouvelle. Ce n'était plus seulement l'odeur minérale de la grotte. C'était une odeur de terre humide, de feuilles en décomposition, de végétation. L'odeur du monde extérieur. L'espoir, qui avait été une braise fragile, devint un feu ardent. Elle accéléra le pas, ignorant la douleur de sa cheville et la fatigue de son corps. Le tunnel commença à monter, la rivière devenant plus rapide, plus bruyante. Elle pouvait entendre le son de l'eau qui cascadait sur des rochers, le son d'une rivière de montagne. Puis, elle perçut un autre changement, dans l'acoustique. Ses clics d'écolocalisation ne lui renvoyaient plus un écho net et défini. L'écho était devenu plus faible, plus diffus, comme si le son s'échappait, absorbé par quelque chose de mou. Elle comprit. Il n'y avait plus de mur devant elle. Il y avait un espace ouvert. Elle avança prudemment, ses mains tendues devant elle. Et ses doigts ne rencontrèrent pas la roche froide, mais le contact doux et humide de la mousse, puis les feuilles d'une fougère. Elle écarta les feuilles et sentit la caresse du vent sur son visage, un vent qui n'était pas celui de la grotte. Et elle vit. Non pas avec ses yeux, mais avec tout son être. Elle vit la lumière. Ce n'était pas une lumière vive, mais une lueur verdâtre, diffuse, qui filtrait à travers la végétation. Elle se précipita en avant, trébuchant, et déboucha à l'air libre. Elle était au pied d'une falaise, dans une petite crique boisée, la rivière souterraine ressurgissant de la grotte pour continuer son chemin vers la mer. La lumière, après des jours d'obscurité totale, fut une douleur exquise. Elle ferma les yeux, submergée par le flot de sensations. L'odeur de la forêt, le chant des oiseaux, la chaleur du soleil sur sa peau. C'était une renaissance. Elle pleura, non pas de tristesse, mais d'un soulagement si intense qu'il était une douleur. Elle avait réussi. Elle était sortie. Elle avait utilisé sa voix pour peindre le noir, et ce tableau l'avait guidée vers la lumière. Elle suivit la rivière, qui la mena en moins d'1 heure à une petite plage. Et là, elle vit un bateau de pêche, ancré au loin. Elle cria, agita les bras, avec les dernières forces qui lui restaient. Les pêcheurs la virent et se dirigèrent vers elle. Lorsqu'ils la ramenèrent à la civilisation, son histoire sembla incroyable. La femme qui avait vu dans le noir avec sa voix. Pour la plupart des gens, c'était un conte de fées, un miracle. Mais pour Clara, ce n'était pas un miracle. C'était la preuve que l'art, même le plus étrange, le plus abstrait, a un but profond. C'était la preuve que la voix humaine, cet instrument fragile et puissant, peut faire bien plus que parler ou chanter. Elle peut aussi éclairer le monde. De retour dans son studio, elle ne créa plus jamais de son de la même manière. Chaque clic, chaque sifflement, chaque grognement était maintenant imprégné du souvenir de l'obscurité, de l'écho de la survie. Elle avait trouvé dans les ténèbres la voix la plus authentique de toutes, la sienne.